Bienvenue au Polysécure, épisode spécial ASIM. C'est la première collaboration que je fais avec l'ASIM et Philippe, tu es mon premier à passer à travers cette collab-là. Est-ce que tu peux te présenter? Merci du privilège, Nicolas. Donc, mon nom est Philippe Chevalier. Je suis cofondateur avec ma femme Bonnie de l'agence de cyberenquête SACS Inc., qui est une agence canadienne de détectives privés en ligne, pour le dire de manière simple. Donc, ce qu'on fait, c'est de la cyberenquête, cyberinvestigation pour les entreprises, pour les banques, pour les avocats d'affaires, pour les banques à charte, pour les notaires, les assureurs, pour les entrepreneurs, les investisseurs, toute personne qui a une inquiétude et un motif légitime d'enquête. Notre différence avec les détectives privés tels qu'on les perçoit dans les clichés et les séries télé, c'est qu'on travaille principalement en ligne par cyberenquête et cyberinvestigation. Il y a d'autres différences. Dans les séries télé, les détectives privés sont vieux, bon, admettons oui pour moi, mais ils sont alcooliques, ce qui n'est pas mon cas. Ils sont dépressifs, ce qui n'est pas mon cas. Ils sont pauvres, ça ne vous regarde pas, peut-être pas. Ils roulent dans les vieilles voitures, ce qui n'est pas notre cas non plus. C'est important pour moi à chaque fois de briser des clichés sur les détectives privés. Pour ça, j'utilise le terme détective corporatif, détective d'affaires, et pour donner le côté technique qui est notre réalité. Donc, cyber-enquêteur, on travaille aussi sur les fraudes cryptoactives, mais notre principale activité, c'est la cyber-enquête. Très intéressant. Puis d'ailleurs, tu as fait une référence à ce qu'appelle le film noir. Toutes ces aspects-là de vieux détectives. Puis il y a de très bons films comme ça, mais, oui. La vie réelle n'est pas dans ce style-là. Non, parce que la réalité dépasse souvent la fiction. Oui, puis pour un peu reprendre, c'est que tu n'es pas un loup solitaire comme qui est présenté avec ton fedora, fumer la cigarette, un alcoolique, déprimé, sur le sens de la vie, non. Et ainsi de suite. Mais ça, ce cliché est terrible parce que n'importe quel IA que je demanderai d'illustrer un détective privé pour un poste va me sortir tous les clichés, y compris une loupe. J'ai jamais utilisé de loupe de ma vie dans mon travail. Donc, ces clichés ont la vie dure. Oui, pour au niveau de l'intelligence artificielle, malheureusement, ce n'est qu'un amplificateur de clichés. Exactement. Et c'est un peu ce que les gens n'ont pas compris. Bref, tu es venu présenter à la CIM justement une forme d'enquête que tu avais faite avec quelqu'un que vous aviez réussi à discuter, un fraudeur qui lui, sa business, son travail, c'est ça. Il fait partie d'un groupe semi-organisé. Là. C'est un peu souple la façon que tu l'avais mentionné. Et justement, de présenter ce volet-là, de voir comment cette personne-là vient s'en prendre à n'importe quelle entreprise, puis là, dans le cas-ci au Québec, parce que j'imagine que ça s'est émané d'une enquête que tu as faite. Donc, est-ce que tu peux relater un peu justement ce cas-là, cet univers-là de ce genre de semi-adolescents ou jeunes adultes qui œuvrent là-dedans? Oui, on parlait de clichés. Cette fois-ci, il en avait quand même plusieurs, des clichés. Donc, ça existe quand même aussi. Les hoodies noirs, la peau blanche, le Red Bull et les lumières Vaporwave, ça existe quand même aussi. Oui, alors ce qu'il faut dire comme préalable, c'est que pour combattre ou s'opposer aux cyberattaquants, il faut les aimer, il faut les connaître, il faut s'intéresser à eux. Quand je dis les aimer, c'est une manière de parler, c'est s'intéresser à eux, à leur mentalité, à leur culture. Sinon, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est pour cette raison que sur 9 forums, comme Daniel Chat ou ses successeurs ou équivalents, on est présent sous quelques pseudonymes qui ont une crédibilité, ça fait plusieurs années. Et c'est important pour nous de les connaître, de les fréquenter, de connaître leur mentalité. Donc, par différents moyens stratagèmes qui relèvent finalement de l'ingénierie sociale inversée, je vais te relater plus en profondeur cette aventure-là. C'est un jeune du Monténégro. Alors, les pays de l'ex-Yougoslavie ont un capital humain intéressant pour les cyberattaques. Il s'appelle Darian. Il n'est pas forcément le meilleur codeur du monde, mais c'est un jeune qui sait pythonner et qui est un peu désœuvré. Et dans sa ville, dans sa capitale, il y a une avenue où les anciens cybercafés des années début 2000 sont devenus des bureaux de hackers alloués. Alors, le mot hacker est neutre pour moi, ça veut dire quelqu'un de curieux, mais dans ce cas, ce sont des agences de cybercriminels alloués, donc des groupes de mercenaires.
Alors, je ne sais pas qui achète leurs services, mais il travaille pour d'autres au-dessus. Alors, lui, il passe ses journées là-dedans. De temps en temps, il descend en bas prendre un café. Ce qui est amusant, c'est que ces bureaux-là sont à 400 mètres du quartier général de la police et que donc, tous les jours, les autos de police passent devant. Et pourtant, il y a des grands panneaux et c'est écrit hacker à louer. Ce sont des panneaux sandwiched en bois, comme devant les restaurants, d'ailleurs. Mais c'est intéressant de voir que, en même temps inquiétant, c'est que dans ces pays-là, il y a une tolérance. Ce sont les pays de la Russie elle-même a une énorme tolérance à la sous-traitance de sa cybercriminalité vers l'extérieur parce que j'imagine que ça leur apporte des profils internes. Puis c'est souvent des places, comme tu le mentionnes, de gens où ils n'ont pas nécessairement d'argent, qui ont juste la chance d'avoir une certaine connaissance technologique et de se retrouver une façon d'avoir un salaire décent pour la plupart pour vivre. Oui, dans c'est contractuel et il est effectivement payé pour un certain volume d'heures pour effectuer des attaques automatisées. Et il doit être rentable, il doit être profitable. Et quand il a reçu un jour sa liste Québec, il ne sait pas où le Québec sur la carte, mais c'est sa liste d'attaques du jour, donc des PME, mais il a commencé ses procédures habituelles. Donc, attaque par force brute, on lui a dit, quand je dis on, ce sont ses supérieurs, ce n'est pas nous, mais on en parlait avant d'enregistrer. Le problème de ces cybercriminels, c'est quand ils se vantent, et puis là, on arrive à mieux les connaître et à mieux les combattre. Donc, sa journée, il a 20 minutes, 30 minutes maximum pour une attaque par force brute. Il doit être capable d'évaluer la capacité à la réussir ou non dans un temps limité avant de passer à la cible suivante, parce qu'il faut qu'il soit productif dans sa journée et il va passer à l'ingénierie sociale si ça en vaut la peine. Une fois que le test a été fait par attaque par force brute, ce n'est pas simultané, il y a un petit décalage de 15-20 minutes. L'outil dont il disposait est un virus, on va appeler virus pour simplifier, mais c'est un outil de cyber-rançonnage désuet qui s'appelle Venus, qui a quelques années, qui est maintenant quasiment gratuit parce qu'il est relativement peu performant. Il a une grande capacité, ce Venus, c'est qu'il est capable de faire croire à la cible qu'on a pris le contrôle, ça c'est vrai, et que les données ont été aspirées et sont en cours de décryptage, ce qui est un peu exagéré. Venus va être capable de capturer des données cryptées, ne va pas forcément être capable de toutes les décrypter, mais va produire des captures d'écran que le pirate va présenter à sa cible. Ah, vous voyez, on a tout ce qu'il faut. C'est le moyen de pression. Donc, c'est de l'intimidation. Oui, c'est justement où j'allais aller. C'est moins technique que humain. On revient toujours au fait que on fait peur aux gens. C'est une forme de bullying, intimidation qui est mise en place pour forcer les gens un peu comme les courriels, l'urgence. On est là, on est toujours dans un contexte où on négocie avec l'humain. Puis c'est intéressant parce que, puis ça, je le vois beaucoup plus dans mon travail maintenant qu'auparavant. On met trop d'énergie sur la technologie quand l'attaquant, lui, n'y va pas là, va aller utiliser d'autres chemins, va essayer de convaincre les gens de cliquer le lien, de faire l'action qui l'amène ailleurs. Alors, ce jeune-là, donc, a tenté sa chance. Il est tombé sur une ONG au Québec qui a effectivement connu un moment de panique. Et il avait dans son arsenal une arme secrète stupéfiante et assez comique, avec le recul, évidemment. Il avait l'information sur les contrats de cyberassurance des PME au Québec, notamment les 2 principaux fournisseurs. Et il a pris sa chance, il y en a 2 fournisseurs. Donc, il a présenté à sa cible, vous avez une assurance, voici la compagnie d'assurance, nous savons qu'ils vont vous verser 50 000 $ grâce à notre cyberattaque. Et on va vous aider à démontrer, évidemment, que vous êtes cyberattaqué, vu que c'est nous qui le faisons. Et vous allez pouvoir donc récupérer 50 000. Et nous, on vous demande seulement 8 000. Votre service informatique en sous-traitance va prendre quelques journées pour tout remettre correct, parce que il a deviné que c'est une vraie panique. Donc, il a deviné qu'il n'y avait pas de sauvegarde quotidienne ou hebdomadaire. Donc, il a joué sur ça et il avait raison parce qu'effectivement, ça remontait à plusieurs mois. Donc, ça prenait 3 semaines pour tout remettre en état. Mais globalement, il a fait la proposition à sa victime, partageons-nous la prime de l'assurance. Mais c'est de la fraude, ça aussi, là, si on le regarde d'un point de vue canadien, faire cet exercice-là est frauduleux parce que ça, c'est de la fraude d'assurance.
Puis mais ça demeure comme de l'appât du gain aussi, parce qu'on est dans une situation problématique, puis on essaie de se sortir de celle-ci. La victime, elle est contrainte, parce qu'elle veut avoir ces informations. Puis en même temps, on lui fait miroiter qu'elle pourrait faire un peu d'argent, surtout pour un ONG, comme tu mentionnais. Et c'est encore mieux que ça, parce que tu es sur la bonne voie, effectivement, c'est qu'on est en train de compromettre la victime. Parce que si la victime dit « OK, on va faire ça », la victime se rend elle-même coupable de fraude aux assurances, et tu l'avais deviné, c'est ça que tu allais aborder, se trouve piégée par le piégeur, se retrouve complice et ne peut plus faire machine arrière et va payer les 8 000. Parce que si elle reculait, il y a des preuves matérielles qu'elle était intéressée à frauder sa compagnie d'assurance. Et tu l'as dit d'emblée, puis je suis très heureux qu'on parle de ça. Tu as tendance à dire 90% c'est du facteur humain, 10% de technologique. C'est même encore plus fort que ça, le facteur humain. Quand on y réfléchit, c'est du 99%. On le voit quand on fait nos pentests. Puis j'avoue, parce qu'on nous demande des pentests, nos clients, parce que pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous écoutent, on est une agence de détectives en ligne, mais depuis 4-5 ans, depuis la pandémie, par la bande, on a découvert que nous, cyber-enquêteurs, pouvaient faire des pentests, puisqu'on apprend chaque semaine des gens que nous fréquentons pour information sur des forums de hackers. Donc, on est en mesure de faire des pentests qui correspondent à la méthode ou la saveur du mois. Donc, quand on fait nos pentests, on échoue souvent par l'attaque par force brute parce que quand même, à force d'en parler, le niveau de défense se rehausse. En revanche, quand on passe à l'ingénierie sociale, que ce soit les pièges joints piégés ou tout ça, on a un taux de réussite en augmentation. Alors qu'en technique pure et dure, on échoue plus souvent qu'autrement. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise dans les 5-10 dernières années à rehausser ça. Donc, tous les produits maintenant sont relativement robustes. Il y a eu un effort constant, puis c'est bien, on s'en rend compte. Cependant, on a oublié que l'ensemble de la sécurité n'est pas que physique. C'est pas juste mettre la serrure, avoir une bonne serrure. C'est qu'il ne faut pas cacher la clé en dessous du tapis. Oui. Puis les gens vont cacher la clé en dessous du tapis. Puis si vous écoutez, enlevez votre clé en dessous du tapis parce que les voleurs savent que la clé est là ou en dessous du pot de fleurs. Ou, ils savent. C'est déjà des mécaniques comme ça. Fait que là, maintenant que la porte, il y a une serrure, l'attaquant, lui, ne va pas se battre contre la serrure. Il va aller chercher en dessous du tapis, puis il va probablement trouver la clé. Donc, dans ce cas-ci, l'humain n'ayant pas été renforcé, n'ayant pas été sensibilisé, il va devenir de facto le chemin le plus facile à atteindre. Puis malheureusement, on le délaisse énormément, ce chemin-là. Ton exemple de serrure de porte est pertinent parce qu'une porte blindée devient hyper résistante, sauf le mur qui est autour de la porte, qui lui est peut-être toujours en brique, donc facile à défoncer. La porte patio vitrée en arrière de la maison, tu as plein d'exemples. La fausse représentation, le faux uniforme, les faux documents d'identité. Tout est vraiment la manière d'aborder les personnes. Quand on fait nos pentests et le versant ingénierie sociale, je sais parce que moi, je ne suis pas un informaticien, on s'en est parlé, même si je dirige les opérations, mais ce que je fais avec... tu es en face de moi, tu vois, avec délectation et peut-être un peu de talent, parce que c'est fascinant, c'est concevoir les courriels qui vont marcher dans 100% des cas. Parce que mes techniciens, donc mes cyber-enquêteurs plus techno que moi, me disent « ça passera pas, Defender va le repérer, ça passera pas ». Ils m'ont expliqué pourquoi les pièges qu'on met en piège jointe ou dans le corps du courriel vont être repérés. Je dis « non, ça va passer, parce qu'il y a un truc. On envoie 1, 2 ou 3 courriels sans piège, avec notre identité prétexte. On engage la conversation. La 4e fois, les systèmes de défense vont nous identifier comme étant familiers et autorisés du récipiendaire des courriels. Et ton fameux Defender, il va baisser sa garde. Puis ça, on l'a vu, on l'a expérimenté. Si on avait envoyé tout de suite la pièce jointe piégée, il y aurait eu alerte, panique, sirène. Mais pas la 4e fois parce qu'on a discuté déjà avant. Et là, ça passe. Et donc, ce sont les courriels d'introduction qui font que la pièce jointe piégée va pouvoir passer parce qu'on a gagné la confiance de la personne et du système. Oui, puis ça, c'est un changement qui est quand même assez majeur dans le landscape de la menace. Puis c'est un très bel exemple, ceci, parce que les outils en place vont détecter l'ancienne façon de faire, c'est-à-dire on est dans une pièce noire, on tire au dos, puis on espère frapper quelqu'un. Donc, on envoie massivement
des courriels toxiques. Et on espère qu'on va frapper quelqu'un au passage qui, malheureusement, n'est pas sous ses gardes, puis va répondre, va ouvrir la pièce jointe où les outils de sécurité ne sont pas efficaces, donc ne l'auront pas intercepté. Mais quand on est dans un contexte qui est plus moderne, puis moi, je le vois beaucoup, des courriels d'introduction, puis ça, j'en reçois parce que maintenant, les attaquants ont compris. Ils ne vont pas tout de suite à la jugulaire. Ils vont me convaincre de laisser ma jugulaire libre. Donc, ils vont entamer la conversation. Ils veulent me connaître, ils veulent me parler. Tu parlais justement sur de faux profils sur LinkedIn. Puis ça, il y en a une masse, mais ça en est des stratégies qui sont là. Ils vont aller flatter la vanité. Puis tu peux t'en parler dans ta conférence. Ils vont dire, ouais, puis ils font comme s'ils avaient lu ce que tu avais produit. Donc, ça vient tout flatter notre vanité. Et puis dans ça là, la plupart des humains qui ne sont pas habitués de devoir se défendre à ça, vont se laisser emporter parce que ça fait du bien à notre ego. On a quelqu'un qui nous reconnaît, quelqu'un qui s'intéresse à nous. La garde descend de façon massive. Et les outils technologiques pour faire l'autre pendant aussi vont descendre parce qu'ils sont modelés sur la façon que l'humain fonctionne aussi. Donc, c'est exactement le même modèle. Puis c'est ça qui est fascinant aussi, que même la technologie imite l'humain dans les mesures de protection. Oui, et puis tu me faisais penser à un autre exercice qu'on a fait pour une firme d'avocats. Et puis cet exercice est récent. S'ils nous écoutent, ils vont se reconnaître, mais il y a pas de gêne. C'est un exercice qu'ils nous ont demandé eux-mêmes et ils en ont ri par après. C'est que, OK, nous, on n'ouvre pas les pièces jointes, on fait attention, on est firme d'avocats, on a des données personnelles, etc. Moi, je dis, c'est le réflexe de dire, OK, je vais essayer ça quand même. Le défi. Le défi, c'est ça. Donc, j'ai analysé le profil d'un des avocats les plus prestigieux. Le profil, c'est pas long avec une IA. Qui était son prof à l'université? Quand est-ce qu'il y était? Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Quelles sont ses prises de position idéologiques? Les gens s'expriment. Les avocats, c'est des tribuns. Donc, quel est le bon angle? Quels sont les bons mots-clés à mettre dans le courriel pour qu'il ait du plaisir à le lire? Et après, sur quel type de dossier il travaille, je peux le deviner, c'est forcément relié à ses prises de position publiques et aussi, comme tout site web qui annonce fièrement, nous sommes des clients des fournisseurs d'un tel, un tel. Donc, je lui ai concocté un courriel où il y avait à la fois, non pas de la flatterie, parce que la personne est brillante, elle ne se laisse pas avoir par la flatterie, mais des références à son cadre mental, à sa manière de raisonner, y compris dans les mots. On parle de 3 paragraphes, pas plus. Et une demande de rendez-vous et de service pour une situation urgente, mais dont l'urgence est explicable, compréhensible. On parle de harcèlement au travail, de danger grave sur une grosse entreprise. Et donc, il a ouvert mon document. Et il savait qu'il y avait un pentest de commandé, que le pentest avait lieu cette semaine ou la semaine d'après. Donc, je me suis dit, il était le seul à le savoir, c'est le propriétaire. Et mon technicien me dit, il a ouvert la pièce jointe. Il me dit, ça se peut pas, c'est le seul qui sait qu'il y a un pentest. Mais il l'a ouvert quand même. Et je dis, mais pourquoi il l'a ouvert? Et mon technicien me dit, c'est très étrange parce que il a dû voir un message qui dit, autorisez-vous les macros. Et ça aurait dû l'alerter, il sait qu'il y a un pentest cette semaine. Et je lui ai demandé après au client, as-tu vu le message? Il me dit, j'en ai aucun souvenir du message. Il a donc il a ouvert parce que le texte qu'il a reçu était intriguant. Et la pièce jointe, c'est quoi? Je lui ai expliqué par le menu le récit de la situation que je subissais, moi, client potentiel. Et c'était assez attractif pour qu'il ouvre la pièce jointe, qui était piégée 2 fois dans le corps du texte. Et techniquement, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais il y avait 2 pièges dedans, un sur lien et un dans l'ouverture même dans le corps du texte. Et il m'a dit non, parce que je voulais savoir presque à tout prix. Et ça, c'est à nouveau fascinant. Oui, c'est très intéressant parce que je le vois un peu dans certaines choses où ça vient manipuler des biais qu'on a et justement l'usage du vocabulaire dans lequel on connaît. Et ça, pour l'avoir fait un peu dans ma vie aussi, quand on veut rentrer rapidement en contact avec quelqu'un, de savoir sa profession va changer le vocabulaire que je vais utiliser avec cette personne-là, qui est un vocabulaire qui est plus relatif à sa profession. Par un avocat, je vais prendre des termes un peu plus légaux, avec un médecin, des termes un peu plus médicaux pour imager ma conversation. Et dès lors, eux, ils viennent basculer dans un champ du connu de leur univers. Donc, on n'est plus une menace. Mais moi, je le fais spontanément, mais je l'ai vu aussi dans des courriels où ils vont utiliser un certain nombre de raccourcis
pour être capable de me faire changer de contexte, me mettre dans une situation dans laquelle je me sens confortable. Puis l'exemple que je nommais pour ça, puis pas dans un exemple de manipulation, mais dans un exemple où les gens sont négligents, c'est du moment que les gens prennent leur cellulaire, ils vont entamer une conversation, leur environnement autour disparaît. Ils deviennent, parce que le cellulaire porte le contexte d'être confortable à la maison ou porte le contexte. Donc, dès lors, ils vont divulguer des choses dans une foule incroyable. Ils vont donner leur numéro d'assurance sociale, ils vont donner des contrats, ils vont parler ouvertement contre des clients, ils vont parler des choses. Et c'est étonnant parce que c'est une question de contexte. Et quand l'attaquant est capable de manipuler ce contexte-là, justement pour arriver là, c'est facile. Puis la mémoire disparaît aussi parce que ça devient des automatismes. Oui. Parce qu'on est en confiance, fait qu'on n'est pas attentif et on n'enregistre littéralement pas. Et ça, c'est capoté de ça. En tout cas, quand je m'en suis rendu compte, puis il y a longtemps, que le cerveau arrête d'enregistrer quand il est en confiance, là, tu ne sais plus ce que tu as fait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, c'est l'espèce d'inconfort qui en suit. Là. Absolument. Puis là, dans l'environnement où nous sommes aujourd'hui pour l'enregistrement, on n'est pas loin de conférences et de congrès, et les gens vont prendre des pauses un peu plus loin, sur des sofas, dans des corridors, où ils vont être 2 ou 3 sur 20 mètres, et en s'asseyant à 5 ou 10 mètres, tu le sais, dans toutes les conférences, congrès, colloques, tu entends tout, parce que la personne a besoin de contacter en urgence parce qu'il était pris par une conférence, tu entends tout, et tu devines ce qui se passe, et c'est toujours bar ouvert. Justement, puis j'avais jamais compris comme ça, puis je te remercie de le mentionner, parce que le fait de tenir son téléphone donne l'illusion qu'on est dans un environnement privé, alors que non, on est dans le corridor d'un palais des congrès et que le son porte à 5 ou 10 mètres dès qu'on est un peu plus loin. Oui, absolument, c'est tout à fait fantastique, mais je vais te laisser poursuivre avec l'histoire que tu avais. Là. Oui, donc c'était pour montrer à quel point le facteur humain, c'est pas 99% de la réussite d'une attaque. Et après, quand on a fait le bilan avec l'avocat, il me dit jamais j'aurais ouvert une pièce jointe ou un courriel, sauf celui-là, parce que dedans, il y avait des éléments spécifiques qui ont attiré mon attention. Or, ces éléments, on peut les collecter, et on parlait d'IA au début, de manière rapide, productive et efficace, ne serait-ce que sur LinkedIn. Les gens sur LinkedIn sont dans l'intersection d'un réseau social et d'un réseau professionnel. Et y compris moi d'ailleurs, on exprime des opinions idéologiques sur l'économie, sur l'écologie, sur les événements géopolitiques, sur les pandémies, les gens qui se sont exprimés parce qu'il y a du dialogue. Mais si je collecte l'opinion que telle ou telle personne a publiquement émise sur le confinement, les vaccins, la pandémie, et que je vais me faire une opinion assez précise du profil idéologique, pour dire les mots tels qu'ils sont, de cette personne, et je suis capable de créer de la complicité, de la fausse complicité avec lui, pour qu'il se sente de connivence avec moi. C'est comme en bas, quand des fumeurs vont dans la zone autorisée à fumer dans la rue, faisant partie du même club de proscrits, ils se sentent solidaires et vont se parler et vont déployer une sorte de confiance naturelle. On fait partie du même club des exclus. L'exemple du Covid est très bon. Tu peux repérer des gens qui ont eu des prises de position publiques pertinentes ou non. Puis ça varie avec le temps, qui peuvent ne pas l'être à l'époque, l'être maintenant et vice-versa. Mais ils ont prononcé des choses. Ils se sont exprimés. On récupère ça et on peut créer une complicité qui permet une approche. Et c'est vrai aujourd'hui en géopolitique mondiale et économique. Les gens qui prennent position pour, contre, avec ou quoi que ce soit, c'est intéressant pour qui que ce soit de style de collecter les prises de position publiques, les analyser et dresser tes opinions morales, ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision des échanges économiques ou de la politique ou autre. Et ça, c'est parce que LinkedIn est merveilleux pour ça. C'est un terrain de jeu à l'intersection du réseau social humain, spontané, émotif, mais ce sont que des gens qui ont des profils professionnels détaillés. En faisant le mixte entre les deux, on peut repérer des personnes avec qui communiquer. Alors, dans le même ordre d'idées de petits groupes de hackers alloués, donc de mercenaires du web, et puis je ne pense pas que dans mon agence, on n'ait jamais croisé
la ligue supérieure étatique. On n'est pas dans ce niveau-là. Et je reconnais humblement que nous, c'est des petits groupes et qui vont faire du dégât sur les PME, mais on n'est pas que la Corée du Nord, l'Iran, États-Unis, France, Israël, Ukraine, Brésil et Belgique. Il y a des pays démocratiques dans ma liste parce que tout le monde le fait. Donc, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de gêne. Tout le monde le fait. Là. C'est une fausse pudeur qu'on a de dire que nos pays n'en font pas. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, ce qui se fait dans ces petits laboratoires avec un outil IA, c'est gérer entre 800 et, pas 800 000, mais entre 800 et 1000 faux profils. Les gérer, c'est-à-dire créer, mais c'est rapide, des profils crédibles, bien faits, bien structurés. Mais maintenant, il faut les rendre encore plus crédibles. Alors, quelle est leur méthode pour les rendre crédibles? Imaginons que quelqu'un se crée un profil d'ingénieur Hydro-Québec. Et puis avec toutes les études qu'il faut, tout est cohérent. Hein? Mais il faut que les gens y croient. Donc, il faut que parmi ces 150 contacts, pour commencer, il faut qu'il y ait des gens d'Hydro-Québec. C'est ça qui va rendre le profil crédible. À Hydro-Québec, il y a des milliers d'employés. Donc, si tu les sollicites dans un département différent de celui dans lequel tu es ou prétendu est, les gens, par habitude, par esprit d'entreprise, par patriotisme d'entreprise, vont accepter, puisqu'ils se disent « Ah, peut-être c'est quelqu'un d'important. De quel droit je refuserais la connexion d'un nouveau collègue ?» Donc, au bout de quelques semaines, le faux profil, qui n'a rien à voir qu'Hydro-Québec, qui est un gangster du web, s'est bâti 10, 15 amis Hydro-Québec avec qui il ne communiquera jamais. Mais ce n'est pas grave. Leur présence est juste là pour que ça crée une crédibilité globale. À partir de là, il va chercher à entamer le dialogue, comme tu le disais, avec des gens qui sont ses vraies cibles. Ça se fait par commentaires hyper bien conçus par IA, suite à une publication même ordinaire. Des fois, c'est fatigant. Tu vois que des IA dialoguent entre elles parce qu'on devine que le post est fait par IA, on devine que le commentaire est fait par IA et que le commentaire du commentaire par l'auteur est lui aussi fait par IA. Donc, on devient spectateur des dialogues d'IA, mais tu ris, mais c'est vrai. Oui, non, je le ris parce que je le vois, puis parce que ça s'en en est à ce stade-ci rendu fatigant parce que ça enlève la valeur de ce réseau-là, mais il y a encore quelques humains à travers le... J'écris moi-même, puis ça me fait plaisir de le faire, mais tu vois, les majuscules non retirées, puis les images ridicules, enfin bref. L'important pour le hacker, c'est de créer un intérêt avec sa cible. Quelle cible? Des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des gens qui ont quelque chose qu'on peut aller chercher et capturer, dépendamment de l'objectif du fraudeur. Et ça peut être redoutablement offensif. Je vais aller sur cette voie-là dans quelques secondes. Donc, une fois que le contact est établi, on envoie des messages, le criminel envoie des messages privés concoctés par IA, très bien faits, qui félicitent la personne pour la pertinence de ses posts qui ne sont pas lus. Donc, lui, il est tout content que quelqu'un s'intéresse enfin à lui. Il regarde qui apprécie mes posts. Si c'est une belle femme ou c'est un bel homme qui est diplômé, qui est brillant, qui a travaillé en Allemagne dans les rapports de recherche, qui a un profil scientifique crédible. Donc, il est content que sur les 3 likes qu'il ait et un commentaire tous les 2 mois, il y ait quelqu'un d'aussi intéressant qui s'intéresse à lui. Donc, il engage le dialogue sur la messagerie LinkedIn et il y a un autre filtre mental qui rejoint celui du téléphone qu'on parlait tantôt. La messagerie LinkedIn, c'est une messagerie. Ce n'est pas un filtre blindé contre les virus. On peut y mettre les pièces jointes que l'on veut. On peut y copier-coller les liens de vidéoconférences, Zoom, Teams ou soi-disant Zoom, Teams que l'on veut. Il n'y a aucune protection. On a l'illusion que c'est protégé parce qu'on croit qu'on est entre nous. Mais non, tu ne connais pas l'autre personne. C'est ta messagerie privée, mais elle n'est pas privée du tout. Donc, au bout d'un certain temps, le dialogue se fait. Après, selon l'objectif du criminel, soit on va aller, et malheureusement, ça existe et c'est de plus en plus fréquent. Donc, il y a l'acronyme MICE que tu as peut-être entendu dans la conférence, donc monnaie, idéologie, compromission, ego. Donc, ça peut être du chantage. Et qui est visé? Les professeurs d'université dans les laboratoires de recherche. C'est du chantage ou harcèlement, du chantage de nature sexuelle, puisque lorsqu'il va cliquer le lien vidéoconférence Zoom pour parler à cette autre collègue
Il se rend compte que finalement, non, ce qu'en face de lui, c'est tout à fait autre chose, mais c'est trop tard. Donc, il y a des situations compromettantes qui sont créées. Et dans le milieu de l'enseignement, les conséquences sont, on l'imagine, encore pires qu'ailleurs, que c'est destructeur. Et ça, c'est un levier de chantage. Il faut utiliser les mots justes du chantage. C'est plus que de la compromission ordinaire. Mais ça peut être aussi toutes sortes d'activités avec des gens d'affaires pour soit les obliger à être simplement à cliquer sur le fameux lien ou simplement créer une relation qui va plus loin que l'intelligence économique, mais du cyber-espionnage ou de l'espionnage d'affaires. Et tout ça, ça part de quoi? Ça part d'un petit jeune qui ne sait pas ce qu'il dit, parce que ce n'est pas lui qui l'écrit. Son seul travail est de gérer la navigation de 800, peut-être 1000, je ne sais pas, dans ces eaux-là, faux profils, dont il a juste à piloter, comme dans une tour de contrôle, les actions. Il ne rédige rien. Il fait rédiger au fur et à mesure. Il a des objectifs à atteindre. À un moment donné, il passe le relais parce qu'il est là pour ouvrir des portes. Alors ça, on l'a vu dans une autre... Ce n'est pas une infiltration que l'on fait parce que on n'a pas les moyens de ça, ni le temps, ni l'argent. Mais c'est des... Comme tu le disais au début de notre entrevue, il y a des gens qui se vantent de faire ça sur les forums et qui aiment bien parfois expliquer leur méthode de travail. C'est comme le vol de données personnelles. Tes données, les miennes, sont probablement en circulation depuis des années. C'est comme ça, c'est la vie. Faut faire avec. C'est pas une raison pour être inconscient, mais il faut pas avoir d'illusions non plus. Pourquoi elles sont toujours précieuses, les données personnelles? Parce que moi, je l'ai vu, puis tu le sais, un paquet de 300 données personnelles d'un citoyen canadien, ça vaut rien, tellement il y en a. Quand on en a 3000, ça vaut 50 $. Et ça sert de jeton de prestige dans les communautés de cybercriminels. Je détiens 300 000 données personnelles de Suisses, de Belges et d'Européens. Donc, j'ai une valeur. Donc, je peux accéder à un groupe de hackers supérieur. Voici la preuve que je détiens ces données. Et donc, les données personnelles sont une monnaie parallèle en dehors de l'usage qui peut être fait de vente et de tout ça, surtout quand elles sont médicales. Mais c'est devenu une monnaie parallèle qui sert à montrer ses capacités. Plus on en détient, plus on est bon. C'est intéressant de voir ces milieux-là, justement, où de toute façon, c'est méritocratie un peu à comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait avant. Là. C'est fascinant comme cet univers-là est un univers d'adolescents, de gangsters, qui suit les mêmes codes finalement que les gangs organisés, Oui. les gangs criminels organisés qu'on nous représente dans les films. On parlait au début des images des films qui sont peut-être des archétypes, mais là, les autres sont vraiment la démonstration de l'organisation, comme dans les archétypes nous ont, du cinéma américain notamment, nous ont montré là, que c'est de montrer qu'on fait, qu'on est rendu ailleurs, qu'on augmente. Là. Mais il y a un côté humain positif que je voudrais souligner à ce moment-là, c'est que ces jeunes-là sont aussi manipulés par l'organisation qui réussit à leur injecter dans le cerveau l'idée que la cible n'est pas une victime. La cible est un client. Et la propagande que subissent les employés de ces groupes-là, qui sont quand même coupables, c'est pas ce que je dis, mais il faut comprendre comment eux aussi peuvent se faire avoir. On leur fait croire qu'ils sont des champions, qu'ils sont beaux, qu'ils sont brillants, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont plus malins que les cons qui sont en train d'arnaquer, que les victimes méritent leur sort s'ils sont cons. Et finalement, ça roule, ça roule, ça roule. Donc, ce sont des clients dont on s'occupe. Et cela vient baisser aussi la barrière morale, mentale qui existe forcément, même chez ces jeunes-là qui pensent que c'est une job et non plus de la délinquance. Surtout quand on leur fait cibler des entreprises ou des banques où on leur injecte l'idée que c'est pas grave, c'est pas des papis, c'est pas des mamies. Mais les mêmes organisations n'ont aucun scrupule à aller surexploiter des personnes vulnérables aussi. Mais là, on leur fait croire aux jeunes que ce sont des clients. Et surtout, quand il y a du cyberharcèlement ou quelque chose qui est relié à du chantage sur les comportements personnels, je parle de sexe quand je dis ça, avec ma longue phrase qu'on finit plus, le jeune se croit autorisé à le faire parce qu'il considère que la victime en face n'est pas sans reproche non plus. Alors, c'est extrêmement complexe de voir la mentalité. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que cette mentalité, elle est réversible. Elle est réversible parce que pourquoi je te parle de ce jeune-là? Parce qu'à force de dialoguer avec lui, puis il se vantait. Hein, il se vantait. Nous, ça ne nous regardait pas de le recruter, puis on ne fera jamais ça de notre vie parce qu'on n'est pas sécure à faire ça, on ne va jamais tenter ça. Mais pourquoi pas lui insuffler l'idée
qu'il va stagner dans cette affaire-là, qu'il est loin d'être le seul et qu'il y a peut-être mieux à faire dans l'entrepreneuriat, à son propre compte, en cybersécurité, ou qu'il pourrait s'intéresser à ce qui arrive à ces victimes, qui ne sont pas des entreprises. Et souvent, il y a un angle qui fait basculer. Je t'en parle d'autant plus à l'aise que notre meilleur cyber-enquêteur, qui est jeune aussi, c'est un white hat. Mais c'est quoi la différence avec un black hat? Il n'y en a pas. Du niveau technique, niveau curiosité, cadre de référence dans sa jeunesse, il n'y en a aucune. Sauf que, à un moment donné de sa vie, à l'école secondaire, une amie de fille s'est fait harceler en ligne. Puis comme lui était repéré parce qu'il avait son hoodie noir, son ordinateur, la fille lui dit écoute, peux-tu m'aider? Je suis harcelé. Ok, je vais t'aider. Il s'est pris au jeu, a retracé le harceleur, qui était un mineur. Il a monté un dossier pour le poste de police, qu'il a imprimé, qui est allé porter au poste de police. Il est allé rencontrer les parents de ce jeune mineur harceleur. Donc, il s'est pris au jeu de l'utilisation de ces outils pour rendre service à une victime parce qu'il avait la victime en face de lui. Peut-être s'il n'avait pas en face de lui, ça n'aurait pas marché. Mais en voyant les dégâts, il s'y est pris au jeu du bon côté de la force. Et ça l'a fait basculer, et tant mieux, du côté des comportements éthiques, honnêtes, courageux. Puis c'est pour ça qu'il travaille pour nous. Mais à la base, ce sont des hackers, donc des gens qui sont curieux, qui aiment frapper aux portes pour voir ce qu'il y a derrière. Mais le basculement se fait par la reconnaissance ou non de leurs capacités. Quand la société utilise de manière péjorative le mot hacker, évidemment que ça les pousse du mauvais côté de la force. Si par contre le mot hacker est compris comme étant quelqu'un de curieux, qui pose des questions, qui s'interroge sur la pertinence des lois, comme la loi 25, on peut s'interroger sur sa pertinence sur le RGPD, cette curiosité peut être exploitée de manière très positive. Très intéressant. On va conclure là-dessus sur ces belles paroles-là parce que c'est du positif, c'est intéressant. Puis j'espère que ça va porter justement d'amener ce regard et d'aider les gens à aller du bon côté de la force. J'ai été moi aussi jeune, j'ai été aussi curieux. Et ça paraît quand je te vois. Que j'ai été jeune, oui. Il y a longtemps, j'ai été jeune. Et j'ai heureusement aussi un peu comme la personne que tu mentionnes, basculé du bon côté, c'est-à-dire que les incitatifs qui étaient autour de moi m'ont amené du bon côté. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens, qu'on va mettre un terreau fertile pour aider les gens à basculer du bon côté puis les amener vers ça. Je te remercie énormément de ce partage-là, cette conversation-là. Ça a été très chouette. J'ai beaucoup aimé justement échanger avec toi sur ça. Puis je pense qu'on va avoir à en reparler parce que c'est un sujet qui est vaste. Et on a juste effleuré la surface de cette conversation. Alors, merci beaucoup, Nicolas, pour ton accueil. We gonna